dans cette saison 3, épisode 2 du Sacré Numéro. Ravi de vous retrouver pour parler d'une nouvelle semaine de cyclisme ensemble. Pour m'accompagner, deux chroniqueurs. Un habitué, c'est François. Salut François. Salut Romain. En forme François? Bah écoute, en très grande forme, absolument. Et puis Benoît. Salut Benoît. Salut Romain, salut François, et bah, ça va très bien. On a eu des belles courses ce week-end, on va en parler tout de suite. Ouais, on va en parler tout de suite avec François qui va nous faire son petit récapitulatif de la semaine. Oui, donc bien évidemment, on a assisté à la victoire de Jasper Stuyven dans Milan-San Remo, mais ça, je pense, Romain, que nous en parlerons Oui, plus tard. En Italie se absolument. disputait également le week-end dernier une course nommée Per Sempre Alfredo. C'est une course qui était remportée par le sprinter italien Matteo Moschetti, qui porte le maillot de l'équipe Trek Segafredo, une équipe en très grande forme. Le jeune sprinter italien qui a devancé Mikel Aristide de l'équipe Euskaltel-Euskaldi, et c'est Samuele Zambelli qui a complété le podium. Ce coureur ne portait pas le maillot de son équipe habituelle, il portait le maillot de la sélection italienne. Parallèlement à cela, l'Afrique du Sud a décerné ses titres de champion. Sur la route en élite, c'est Marc-Oliver Spritzen qui a remporté le titre. Il représente le team Kubeka. La seconde place revient à Willy Smith et la troisième à Nick Dlamini. Autre épreuve réservée aux professionnels, il y avait le Grand Prix Slovenian Istria qui était gagné par Mirko Maestri, un coureur de la Bardiani que nous devrions retrouver d'ici quelques semaines sur le Giro d'Italia. Il devance Leonardo Marcuri qui lui défend les couleurs d'Androni Giocattoli. Lui par contre, nous ne le verrons pas sur le Giro puisque l'équipe de Gianni Savio n'est pas sélectionnée pour aller sur le Tour d'Italie. Et c'est Daniel Smartano qui complète le podium. Côté amateur, je voulais vous parler du team Vendée. Le team Vendée portait précédemment des couleurs rouges et blanches en dominante. L'équipe a changé de maillot. Désormais, il porte les mêmes couleurs que l'équipe Total Direct Energy. Juste les logos Total Direct Energy sont remplacés par les logos du team Vendée. Et franchement, ils ont étrenné ce nouveau maillot de la plus belle des manières puisqu'ils ont remporté 3 courses le week-end dernier. C'est Thomas Bonnet qui s'est imposé sur le Tour des 4B Sud de Charente. Emilien Janer, quant à lui, a gagné la flèche de Locminé et Sandy Dujardin a gagné le Grand Prix de Buxerolles. Romain, est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite de Milan-San Remo? Eh bien, on va se lancer sur Milan-San Remo. On va se lancer tout de suite sur cette magnifique course de Milan-San Remo qui nous a réservé quelques surprises. Surprise, oui, c'est le mot qu'on puisse dire, puisque tout le monde attendait les trois mousquetaires, à savoir Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe et Wout van Aert. Et finalement, c'est un coureur qu'on n'attendait pas du tout qui s'est imposé, à savoir Jasper Stuyven, pour les couleurs du team Trek Segafredo. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec Moschetti, c'est une équipe qui est vraiment, vraiment en forme. Beaucoup de victoires cette année avec notamment Bauke Mollema, avec notamment Gianluca Brambilla. Jasper Stuyven, c'est un coureur qui va très vite, il est très rapide au sprint, mais c'est pas vraiment au sprint qu'il s'est imposé. Il a surpris tout le monde en attaquant à la fin de la descente du Poggio. C'est vrai que certains coureurs avaient laissé quelques forces dans la descente du Poggio, et Jasper Stuyven en a profité pour surprendre tout le monde, et il a gardé ce qu'il fallait pour passer en tête la ligne d'arrivée. Une course un petit peu stéréotypée, on s'attendait à ce genre de scénario, à savoir plus de 200 km à rouler tranquille derrière les échappées. Il y avait une échappée de 8 coureurs qui s'est formée quasiment dès le départ, avec notamment 2 coureurs de la Novo Nordisk et surtout un Français, Charles Planet. Son but, justement, c'était de s'échapper. Derrière, le peloton a contrôlé avec notamment Tim de Klerk de l'équipe de Koenig Quick-Step. Il y avait Alpecin Phoenix, bien sûr, et puis Jumbo Visma qui a contrôlé. Environ 8 minutes d'avance grand maximum pour les échapper. Et puis la tradition veut que lorsque l'on arrive sur les bords de la Méditerranée, avant ces fameux capis, là la course s'enflamme, on rattrape les échappés, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la course a vraiment été très très vite.
Certains s'attendaient à des attaques dans la Cipresa, il n'y en a pas eu, mais par contre, au niveau du Poggio, c'est vraiment là où tout s'est décanté. Absolument. On en reparlera dans notre top flop, pardon, qui suivra un autre petit papier, puisque après Milan-San Remo, vous connaissez un petit peu la routine. Après Milan-San Remo, c'est l'heure des Flandriennes. On en avait eu un petit goût avec le Samin et l'Umloop qui lançaient un petit peu la saison à cause du Covid, hein. On sait qu'il n'y a pas eu les courses, notamment en Australie. Et donc elles sont enfin là, coincées entre deux légendes italiennes que sont Milan-San Remo et le Giro. C'est l'heure des Flandriennes. Il y aura de la boue, un peu, des pavés beaucoup et du vélo surtout. Plus au soleil, on espère y voir rayonner un maillot arc-en-ciel. Alors oui, il y a eu sa main, oui, il y a eu le Mloop, mais Gore Game, c'est le lancement d'un mois d'avril qu'on aime. Celui où les sorties vélo du dimanche se terminent, avachi sur le canapé, devant son sport préféré. Alors oui, l'odeur de bière, celle des frites, elle va peut-être nous manquer. C'était l'odeur d'hier, mais le vélo lui reste là. Et c'est certainement encore, aujourd'hui, la meilleure saveur dans cette vie qui, comme le Covid, nous laisse un peu sans goût. Voilà, c'était un petit édito que je vous ai concocté, une petite surprise. Parce que c'est vrai que les Flandriennes, c'est quelque chose qu'on aime, ça nous passionne. Alors je sais que François, tu es un petit peu plus italienne, mais je sais quand même que tu vas regarder ces courses qui sont spectaculaires, qui sont dantesques même. Bah, déjà, moi, les Flandriennes, en effet, ce ne sont pas mes courses préférées. Par contre, il y a pour moi une course flandrienne qui est incontournable. C'est la reine des classiques. C'est l'enfer du Nord. Je lis à droite à gauche que la course est menacée. Non, s'il vous plaît, ne nous faites pas le coup 2 années de suite. On a besoin de Paris-Roubaix. C'est notre monument à nous. S'il vous plaît, libérez Paris-Roubaix. Eh ben, on espère, on espère. Est-ce que tu vas rajouter un petit mot, Benoît, sur l'arrivée des Flandriennes, un petit peu tes attentes peut-être? Pareil, j'espère voir du beau spectacle du coup parce que c'est toujours des belles courses à regarder, souvent taillées pour des coureurs belges et on aime bien voir des Wout van Aert et des Van Avermaet, pourquoi pas s'imposer. On va voir ça. Alors, sur Gant VV Game, pour parler un petit peu rapidement de ce qui va se passer, donc c'est dimanche. Pas de Julien Philippe, pas de Mathieu Van Der Poel. Wout Van Aert sera bien présent. Est-ce que pour vous, un petit peu, c'est le favori, même si on reviendra un petit peu dans les pronos un petit peu plus tard dans l'émission? Qui veut se Ça lancer? peut paraître, Vas-y, ça François. peut paraître un favori logique, forcément, puisque ses résultats sont très bons depuis que la saison a repris. Euh, Tiens, petite question. Très honnêtement, Romain et Benoît, je n'ai pas regardé la start list. Est-ce que vous savez si Mats Pedersen compte Oui, venir sur oui, Grand oui, Game? il va Il me semble que j'ai défendre son vu. titre. Ah, parce que moi, je vous pose la question. Très Fredo en ce moment gagne tout. Est-ce qu'on peut annoncer d'ores et déjà un succès de Mats Pedersen? Et puis attention, il y a quand même Jesper Steven qui sera du coup là. Matteo Moschetti, tu en as parlé un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'on va en reparler dans les pronos, mais il y a une belle start list. On va en reparler tout à l'heure, mais c'était juste pour avoir un petit peu votre avis sur vous de Van Aert. Mais on va détailler ça évidemment. On va surtout revenir sur Milan-San Remo. C'était un petit peu histoire de faire un petit tour d'horizon de ce qui s'était passé la semaine dernière et donc de ce qui va arriver. On va rentrer en détail maintenant sur ce qui s'est passé donc le week-end dernier déjà avec Milan-San Remo. Tu l'as déjà un petit peu abordé, Benoît, avec le scénario de la course. On va maintenant un petit peu aborder notre top flop. C'est le débat de cette semaine dans le sacré numéro. François, bon, on va commencer par toi parce que tu es le grand fan de cette course. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu dans ce Milan-San Remo? Le gros top concerne le second de cette épreuve, Caleb Ewan. C'est vrai on ne l'a pas trop cité dans les favoris. Personnellement, j'avoue, je l'ai écarté de ma liste également parce que ça s'est mal passé pour lui sur Tirreno Adriatico. Mais c'est clair que c'est quelqu'un qui passe les bosses. C'est pour moi l'un des 3 meilleurs sprinteurs actuellement sur la planète cycliste. Euh, il aurait tout à fait mérité de gagner cette épreuve. Par contre, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'autour de lui, il avait vraiment une équipe redoutable. Il avait Philippe Gilbert qui lui aussi voulait gagner cette course, puisque Milan-San Remo est le seul monument qui lui manque. Il avait Tim Wellens
Avec lui, Tim Wellens a fait un super beau Tirreno Adriatico. Tim Wellens a gagné l'étoile de Bessèges, donc un coureur vraiment, vraiment en forme dès le début de saison. Et puis, comme tous ses adversaires, il a été victime de l'attaque fatale et opportuniste de Jasper Stuyven. Et c'est vrai que quand tu vois le petit groupe qui restait à l'arrivée, tu te dis que c'est pas trop à toi d'aller chercher Stuyven, et que si tu vas chercher Stuyven, de toute façon, tu vas te faire dépasser au sprint par celui qui prend ton aspiration. Donc c'est vrai que Van Aert n'a pas voulu y aller, Van der Poel n'a pas voulu y aller. En toute humilité, Julien Alaphilippe a reconnu qu'il avait laissé toutes ses forces dans le Poggio. Michael Matthews, c'est pareil, ne pouvait pas y aller. Donc tous ces garçons-là ont fait une bonne place. Peter Sagan, il a été archi discret. D'habitude, on court contre lui. Là, il a essayé vraiment de se mettre dans l'aspiration des autres. Il signe une très belle 4e place. Donc, en fait, le flop, c'est un petit peu le fait qu'il y ait beaucoup de coureurs esselés, et que c'est finalement le plus opportuniste qui s'impose, et pas le plus rapide. C'est un petit peu ce que je déplore pour ce monument. Très bien. Merci pour ce bel avis bien tranché et bien détaillé, François. Est-ce que j'ai le droit à un deuxième top, Romain? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Anthony Turgis qui signe un top 10, et Anthony Turgis qui s'impose vraiment désormais comme le leader de son équipe sur les classiques. Aujourd'hui, Niki Terpstra, aussi grand fut-il, n'est aujourd'hui qu'un équipier, et Anthony Turgis, c'est vraiment la valeur montante. Et je vais essayer de vous faire une belle interview d'Anthony Turgis après les classiques. Eh bien, on attend ça avec impatience. Benoît, tes tops, tes flops de ce magnifique Milan-San Remo. J'étais content de voir Peter Sagan arriver dans les premiers. Il n'a pas gagné malheureusement, mais il a été quand même au rendez-vous, parce qu'on sait qu'il est un peu en perte de vitesse ces derniers temps, et le fait de le voir quand même aux avant-postes, ça fait plaisir. Même comme l'a dit François, il s'est fait un peu porter par le peloton, mais il était quand même là sur le finish. Après, il y a Krag Andersen qui a rejoint Stuyven sur le finish, et qui l'a bien aidé à finir. Donc content de voir qu'il y a des coureurs comme ça qui se dégagent un peu, et ça change aussi des Wout van Aert, des trois mousquetaires avec Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel, qui sont toujours les gagnants des courses. Et de voir des nouvelles têtes comme Jasper Stuyven, ça fait plaisir. Très bien. Dans mes flops, je ne citerai pas Arnaud Desmar, parce que sinon un certain Clément M va nous fustiger sur Twitter avec le hashtag le sacré numéro. Oui. Mais par contre, même si Arnaud Desmar a cédé dans le Poggio, très très gros travail de Kevin Genietz, ça c'est à souligner. Malheureusement pour Clément, il va quand même y avoir droit. Il va quand même y avoir droit à Arnaud Desmar qui est mon flop total. Je sais pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il était idéalement placé. Je l'ai trouvé très très fort, notamment dans la Cipressa, où je me suis dit mince, il va le faire, il va le faire. Et comme tu dis, François, il a explosé un petit peu dans le Poggio. Alors c'est vrai que les 50 derniers kilomètres ont été faits à une vitesse moyenne. Je pense qu'on est pas loin des 50 à l'heure. C'est quelque chose. Après 250 km de course, ça peut se comprendre. Déception en général des Français. On a parlé de Julian, voilà, qui a tenté. Comme il l'a dit, ça arrive des fois que ça passe pas. Et heureusement d'ailleurs, ça le rend plus humain. Christophe Laporte aussi, qui m'a pas mal déçu. Je le pensais capable de suivre ce premier groupe. Finalement, il n'y a qu'Anthony Turgis qui a été capable de faire comme Julian. Ouais, on va dire mon flop global, c'est les Français que j'attendais peut-être capables de rivaliser, au moins d'aller chercher un top 5. Surtout quand on cite les noms, Laporte, Desmar, même Nasser Boigny qui a été plutôt intéressant, qui finit dans le top 20, qui malheureusement lui aussi a été dans le mauvais groupe dans la descente du Poggio. J'ai plusieurs tops, François avait plusieurs tops aussi. Moi, c'est quelqu'un qu'on a très très peu cité dans le final. Alex Aramburu, je l'ai trouvé très intéressant. Une progression assez constante, toujours, on va dire, présent dans ce genre de sprint en effectif réduit, même si il est battu par Van Der Poel, par Matthews.
Je trouve qu'il est quand même dans une belle progression. Sur Tirreno, il fait un top 5. Sur le Tour de la Provence aussi, il a fait un top 3, je crois. Il tourne autour. Et je pense que cette saison, il va débloquer son compteur. Il va aller en gagner une. Il avait pris deux fois une deuxième place sur la Vuelta en plus en 2019. Il a déjà pris des étapes sur le Tour de Burgos notamment. Il en est pas loin. Moi, je sens que pour cette année, ça peut tomber pour Aramburu. Et puis, mon autre top, c'est Thomas Pidcock, que j'ai déjà trouvé incroyable. C'est vraiment lui qui a fait tout dynamiter dans les 15 derniers kilomètres, que ce soit avant le Poggio, que ce soit dans la descente. Il a vraiment été très très fort. Malheureusement, bah, il n'a pas pris la bonne, hein. C'est Steven qui l'a eu. Mais clairement, déjà, un très 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 gros talent, un très gros crack, Thomas Pidcock, avec ses 21 ans, qui avait déjà montré qu'il était excellent dans Kurn-Buschel-Kurn. Il avait été très fort sur les stradés aussi, donc il faudra faire attention. Notamment, je pense à l'Amstel, où c'est une course parfois un peu décousue, où justement un contre peut vite arriver. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Pitcock qui fait ça, hein. Ah, mais les Grenadiers, franchement, ils ont fait fort en le Oui, recrutant parce que celui-là, en effet, c'est de la dynamite, hein. ils ont été très forts, Ineos, sauf un. Et dommage, c'était leur leader plus ou moins titré, Kwiatkowski, qui était super décevant. Il aurait pu être en flop, mais je trouve que Ineos a très très bien couru, contrairement à la Jumbo Visma qui, je trouve encore tactiquement, a été très faible. Van Aert, j'ai l'impression qu'à chaque course, il est un peu esselé, hein. Comme Roglic sur Paris-Nice, c'est compliqué, hein. Mais moi, le management de cette équipe, mais ça me désole. Comment tu peux avoir autant de stars dans une équipe et les manager aussi mal? Bon, je vais pas revenir sur le cas Roglic parce que on pourrait y passer des C'est heures. vrai. Mais ce qui s'est passé sur le Giro en 2019 dans la descente du lac de Combe, ça leur a pas servi, hein. Non, je pense que ça fait encore plus cogiter la machine. Et là, on l'a vu, hein, ils étaient totalement. Je suis même pas sûr qu'il y ait un autre Jumbo dans le top 50. J'ai pas envie de dire de bêtises, je suis en train d'essayer de survoler un petit peu le classement. Je crois que c'est le seul Jumbo dans le top Je 50. je suis pas descendu jusqu'ici, mais ouais, c'est pas impossible, hein. Ah oui, non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe industrielle pour la Jumbo, qui prend des leçons notamment par la Trek qui, eux, ont très très bien couru. La Trek, Nibali, il s'est sacrifié pour Steven, mine de rien. On parle pas de la course de Nibali. J'ai regardé un petit peu dans le résumé. C'est vraiment, il a été poisson pilote limite pour Steven jusqu'au Poggio. Je pense qu'il s'est senti un peu court dans les jambes et il a joué son rôle on va dire de leader de, du vestiaire un petit peu, si on parle en termes footballistiques. Et il emmène encore une super victoire pour Steven. C'est ça aussi la qualité d'un grand coureur. C'est quand on est mal un jour, ben, fait tout donner pour que son coéquipier gagne. Et il a été très très fort aujourd'hui. Euh, les deux Koenig aussi, un petit peu bizarre. Alaphilippe, à un moment, était un petit peu loin. Plus de Koenig. Puis ensuite, on a retrouvé Casper Asgreen roulé devant. Il s'est garé. Alaphilippe n'a pas attaqué de suite. J'ai pas trop compris de Koenig sur ce coup. Je sais pas si Benoît, tu veux dire Mais quelque chose. ouais, Non, vas-y, vas-y François, et puis Benoît conclura. d'ailleurs, si Casper Asgreen s'était garé moins tôt, s'il avait pu aller encore plus loin, peut-être qu'Alaphilippe aurait pu participer au sprint. C'est pas impossible, mais après la De Koning, c'est un petit peu comme Jumbo Visma. C'est une équipe 5 étoiles composée que de stars, mais par contre, eux, c'est un petit peu la stratégie du marche ou crève. Quand tu vois que Sam Bennett, il a crevé de la roue arrière avant que ça attaque. Il est revenu tout seul. Personne pour l'aider à remonter. Attends, c'est quand même Sam Bennett. C'est un grand leader. S'il a un souci mécanique, tu l'entoures et tu le fais remonter. Ouais, Tu et ne le pour le laisses coup, pas je pense que remonter tout c'était, seul. pour le coup, je pense que c'était vraiment all-in sur Julien, et ça s'est vu. Mais ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi tu engages Sam Bennett sur Milan-San Remo? Tu l'économises pour une autre course. Enfin, pour moi, Ah, ça je, rime je pas à pense, je grand-chose. pense, je pense que pour le coup, c'est un petit peu comme Nibali et Stuyven. Euh, Bennett était là pour si Julien était pas ok, c'était tout pour Bennett, je pense. Je pense qu'ils étaient dans cette optique-là au moins, Oui, oui, de oui, Koenig. oui. Mais bon, sous Peut-être réserve il y que. avait trop de stars.
Ouais, Il y vas-y, avait vas-y, Benoît. peut-être deux prétendants, ils pouvaient pas rouler ensemble, ils se complétaient pas. Peut-être que c'est chacun qui aurait voulu jouer la victoire et au final, il y en a aucun qui le remporte. Ah, mais ça arrive, hein. Heureusement que Deceuninck ne gagne pas non plus toutes les épreuves. Oui, Après, la stratégie est pas mauvaise, hein. Juste, Julien bah, a pas réussi à faire la différence. Comme il l'a dit, ça arrive, hein. Heureusement qu'on peut pas avoir les jambes toute la saison non plus. Et je pense que peut-être aussi, il n'a pas encore atteint son pic de forme, Julien. Il est en forme ascendante, on le sent, on le voit. Ouais, c'est vrai qu'il est. Mais je pense que son pic de forme va se déclencher là, et ça va arriver. S'il n'est pas sur Grand VVL Game, c'est que je pense qu'il sent qu'il n'est pas encore prêt. Mais c'est vrai que de toute façon, Alaphilippe, il a commencé la saison plus tard que d'habitude pour deux raisons. La première, il a eu sa blessure cet hiver, et puis la deuxième, il n'a pas pu faire sa tournée d'Amérique du Sud au mois de janvier comme il fait d'habitude. Et il a repris courant février sur le Tour de la Provence. Après, Alaphilippe l'a dit, son grand objectif cette année, c'est le Tour des Flandres. Ouais. Donc, ne cale pas ton si tu veux gagner le Tour des Flandres début avril. Ouais, ouais, c'est pour ça, faut être vigilant. Milan-San Remo, c'est quand même 15 jours avant le Tour des Flandres. Il y a encore 15 jours de préparation. Julien n'est pas sur Grand VV Game. Je pense qu'il y a une bonne raison à tout ça, hein, c'est qu'il est en train de se préparer gentiment pour le Tour des Flandres. Et pour enchaîner après, pourquoi pas avec Liège, hein, parce qu'il court après aussi depuis un petit moment sur Liège. Donc on va suivre ça. Et puis on sait que Julien a d'autres idées derrière la tête, notamment du côté du Japon, si jamais les Jeux auront lieu. Ça, c'est encore à définir, mais évidemment, ce sera l'un des favoris de la course olympique au Japon. On reste un petit peu dans les pronostics, plus ou moins. Là, on a commencé à aborder Gant VV Game, justement. Et ben, on s'y lance. Gant VV Game, messieurs. Alors, je sais que François va pas trop regarder la start list si tu veux te la mettre sous les yeux pendant que j'interroge peut-être Benoît Non, non, t'inquiète, moi tu me dis que Pedersen fait la course. sur les All-in sur pronostics. Pedersen. All-in sur Pedersen. Je fais vite un petit tour d'horizon et puis comme ça peut vous donner des idées. Donc Pedersen, du côté de la Deceuninck, peut-être un petit peu moins fort que d'habitude. Lampard, Bennett, Ballerini, Sénéchal, Stills, Stibar et Van der Berge. Pour la Auto Soudal, on aura le duo Gilbert de Genkolb, bien sûr. Andrea Pasqualone pour les Wanty. Je sais que les Wanty sont souvent assez présents dans ce genre de course. Ils ont été intéressants, notamment sur l'Omloop. Greg Van Avermaet sera bien là avec Oliver Naesen. Wout van Aert, on l'a dit. Wout van Aert, pas non plus, on va dire, emmené par la grande équipe. Alors, j'ai pas regardé du côté de Ineos. Thomas Pidcock, évidemment, sera là. On a du Dylan Van Barle aussi, qui est un bon habitué de ce genre de course. Chez Arkea, on emmène Amaury Capio en leader, notamment. Niki Terpstra, bien sûr, sera emmené avec Anthony Turgis chez Total Direct Energy. Je suis en train de regarder, Alexander Christophe, Arnaud Desmar sera bien présent. Euh, Astana a une équipe catastrophique. Je n'ai même pas envie de citer les noms. Christophe Laporte sera là. Il y a quand même un joli plateau, Pascal Ackermann. Bon, est-ce qu'il y a des petits noms qui sortent? On a parlé de Wout van Aert tout à l'heure. Est-ce que Benoît, c'est ton grandissime favori ou est-ce que tu vois plutôt un sprinter? Pourquoi pas s'imposer? Je vous voyais plutôt jouer l'originalité en parlant de Van Avermaet à G2R. Je Ouais. trouve qu'il sent bien dans sa nouvelle équipe. Puis il a un palmarès sur les classiques qui peuvent que l'élever au statut de favori parce qu'il en a déjà gagné pas mal. Et en plus, il va évoluer dans son pays, donc la Belgique. Je pense que la G2R aussi, elle a besoin de victoires et ça commence par ce genre de classique qui plaisent à Greg Van Avermaet. Et puis il sera bien amené avec des coéquipiers, avec les frères Nassen et Michael Schär qui peuvent l'emmener dans le peloton, peut-être pour être le premier sur la ligne. Je vais vérifier le résultat de Van Avermaet, 13e donc dans le premier groupe sur Milan-San Remo. À l'est sur Tirreno, hein, il fait deux top 10 quand même sur Tirreno. Sur Kurn-Bruxelles-Kurn, 8e. Il s'est un petit peu raté sur l'Omloop, mais je crois qu'il avait crevé Van Avermaet, si je dis pas de bêtises. Donc, mais pas Mais mal de top 10 hein. Sur le Tour des Alpes-Maritimes, il fait
Il fait deuxième de la première étape, donc quelques petits résultats intéressants. On sent, comme tu dis, il commence à trouver ses marques. Vas-y, Mais c'est François. vrai que Van Avermaet fait un très beau début de saison et même je l'avais vu à Bessèges début février, si ma mémoire est bonne. Il fait partie du groupe qui arrive juste derrière Tim Wellens sur l'étape qui arrive justement à Bessèges. Oui, il fait quatrième. Il semble vraiment heureux dans cette équipe. Comme il est ami avec Oliver Nazen, forcément ça favorise son intégration. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très respecté dans son équipe. Prenez par exemple Alexis Goujard, c'est un coureur qui a souvent des fourmis dans les jambes, qui aime s'échapper. Et là, vraiment, il est dédié à son leader, il est dédié à Greg Van Avermaet, il reste autour de lui, il le protège, il fait tout ce qu'il faut. Et je rejoins Benoît, je pense qu'il fera une très belle perf dimanche prochain sur Gand Game. Ouais, pour parler un petit peu de cet état de forme, depuis post-Covid, quand même, c'est un top 10 sur l'Estrade et troisième sur Tritico Lombardo, huitième sur Milan-San Remo donc en août dernier, euh, deuxième du général du Tour de Wallonie, deux fois quatrième à Nice lors de la deuxième étape et à Champagnol lors de la 19e étape du Tour. Bon, pas de réussite sur les mondiaux ni à Liège-Bastogne-Liège où il avait abandonné. Et puis là, donc en ce début de saison, déjà deux quatrièmes places, tu l'as dit, sur Bessèges, une deuxième place sur les Alpes-Maritimes lors de la première étape, une cinquième place sur Tirreno lors de la troisième étape. Il était dans le bon groupe sur Milan-San Remo, huitième à Kurm, donc c'est une forme croissante en plus. Et on sent qu'à 35 ans, il peut encore, pourquoi pas, être l'un des Mais favoris. c'est ça le pire. C'est ça le pire. Tu dis qu'il a 35 ans, mais le gars, il est même pas vieillissant. Et il prend de l'expérience, mais il n'est pas vieillissant. Il court vraiment au millimètre. Samedi dernier, sur Milan-San Remo, il a fait la course parfaite. Discret, placé quand il fallait se placer. Il était au bon endroit, au bon moment. Je ne l'ai pas vu faire la moindre faute. Et qu'il soit dans le groupe final, en fait, c'était pas une surprise, hein. Franchement, Greg Van Avermaet, c'est pareil, c'est le bon coup qui a été fait par Vincent Lavenu. Ouais, puis on l'a vu dans les attitudes, il était vraiment bien placé, toujours sur Milan-San Remo, donc c'est vrai que ce sera un des favoris. Et bon, je vais vous laisser me donner votre pronostic. On commence par Benoît. Qui va gagner dans VVL Du coup, moi, c'est Van Avermaet. Ok, Je fais le pari audacieux un peu. très bien. Et ben, on a le droit d'être audacieux. On ne l'a pas été lorsqu'on a fait un enregistrement raté, pour ceux qui ne le savent pas, pour Milan-San Remo. On n'a pas été très très audacieux, donc on va essayer de se rattraper cette semaine. François, ton pronostic. Je maintiens Mats Pedersen. Très bien, Mats Pedersen. Et bah pour moi, je vais aller chercher un petit peu plus original. Je pense que c'est un échappé qui va. Non, pas du tout. Non, c'était une blague. Jesper Philipsen va gagner pour moi. Parce que je sens les Alpecin Phoenix très très forts. Tim Merlier aux côtés de Jesper Philipsen, bah pourquoi pas. Je me dis, c'est peut-être le moment pour Philipsen de briller. Dans une course où bon, les sprinters ne sont pas non plus 50, hein. Arnaud Desmar fait peut-être figure de favori chez les sprinters, avec Alexander Christophe, pourquoi pas. Avec Herman, je le sens pas non plus en grande forme. Alors Peter Sagan pourrait être engagé, hein. Labora, la start list n'est pas définitive. Si Sagan est engagé, c'est vrai que ça peut faire pencher à la balance, mais j'ai bien envie de croire en Jesper Philipsen, moi. Voilà mon petit pronostic un petit peu osé, à l'image de Benoît. Ouais, Sagan, par contre, je sais pas sur quel pied danser avec lui parce que cette semaine, il ne fait pas les Flandriennes. Cette semaine, il est sur le Tour de Catalogne. Il a Ah oui, esquivé c'est le vrai, Grand il est Prix sur de l'E3. Catalogne. Oh, autant pour moi. Oui, oui. Et d'ailleurs, attends, si je ne te dis pas de bêtises, la Catalogne se termine dimanche. Gand Wewel Games, c'est dimanche. Ouais, il C'est sera mort, pas. Il sera pas. Il sera il pas. pourra pas aller dessus. Mais ouais, donc c'est vrai que les Flandriennes qui semblent pourtant taillées pour lui, il esquive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis lui en point d'orgue sur sa saison, mais je pense que là où il va cocher, ça peut faire mouche parce que beaucoup l'ont enterré avant Milan-San Remo. Il signe pardon, une superbe quatrième place et je vais vous dire quelque chose, messieurs, un champion ne meurt jamais.
Très bien. Et ben, c'est un champion ne meurt jamais. On a hâte de le voir en tout cas, donc ce sera pas tout de suite, mais pour très bientôt. Euh, Alors, je vous avoue que j'ai un tout petit problème. On va régler ça, ça y est. Hop, c'est réglé. Ok, donc voilà pour vos pronostics. Et puis, on va peut-être parler d'un autre, on va dire entre guillemets, événement. Puisque Marc Hirschi va faire son retour à la compétition. Avec toi, Benoît, on va en parler. Marc Hirschi, donc, qui fait son retour en course. Ouais, exactement, un grand retour sur les routes de Marc Hirschi après 4 mois d'absence et sa victoire spectaculaire sur la Flèche Wallonne. Le coureur de la UAE de 22 ans a annoncé que que sa participation autour de la Catalogne sera un bon test pour sa forme du moment. Une préparation en vue des classiques ardennaises où il faudra attendre un Marc Hirschi de haut vol. Cette saison est un nouveau départ pour le Suisse qui a brutalement changé d'équipe l'hiver dernier. Avec son nouveau partenaire Tadej Pogacar, on peut attendre une équipe UAE prête à faire des miracles cette saison, que ce soit sur les classiques comme sur les courses à étapes. Bah, merci Benoît. Ouais, c'est vrai qu'on va suivre ça. Euh, Marc Hirschi a fait 23e hier, il était dans le premier groupe. Parce que si vous avez suivi le Tour de Catalogne, c'est un petit peu cassé en deux, puisque c'était une étape assez pointue quand même. Euh, je profite là On parle de Marc Hirschi avant de vous donner la parole dessus. Euh, Christopher Froome, est-ce que vous avez vu un petit peu sa performance hier qui a explosé, mais très très tôt. À 57 km de l'arrivée, et Christopher Froome il était déjà garé. Est-ce qu'on doit être inquiet? Ouais, c'est plutôt une contre-performance d'ailleurs de le voir exploser aussitôt comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, c'est que le début de saison, mais en vue de la suite de la saison, ça va être compliqué, j'ai l'impression, pour Christopher Froome. François, un petit mot sur Est-ce Chris qu'il Froome? faut être inquiet? Ouais, est-ce qu'il faut être inquiet? C'est la question qu'on se posait l'année dernière sur le Tour des Émirats. Il portait encore le maillot Ineos l'an passé. Sur la moindre côte, bah, c'est pareil, il calait à mi-montée. Alors on se disait, bah, ce n'est que le début de saison, ça va remonter. Moi j'ai l'impression que le mental, il est toujours là chez Chris Froome. Mais ouais, est-ce que le reste va pouvoir suivre? C'est un sacré accident qu'il a eu et musculairement parlant, comment il arrive à se remettre, au niveau des douleurs, comment il arrive à se remettre, c'est chaud quoi. Et même sur le niveau cardio, bah, on a l'impression que, enfin, c'est clairement pas le grand Chris Froome qu'on a vu précédemment. Donc tout à l'heure avec Sagan, je vous ai dit qu'un champion ne meurt jamais. Donc moi, je vais surtout pas enterrer Chris Froome, hein. Allez savoir, il est peut-être capable d'un coup d'éclat, mais quoi qu'il en soit, il met longtemps à revenir à son meilleur niveau, hein. C'est clair, c'est clair. Pour revenir vite fait sur Marc Hirschi, est-ce que vous êtes étonné qu'il reprenne aussi tard? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir aller chercher là dans le mois qui arrive, puisque on sait qu'il va viser le triptyque Amstel, Flèche Wallonne et Liège avant de s'engager sur le Tour. Est-ce qu'il peut aller chercher un monument en allant chercher Liège, lui qui a gagné, on le rappelle, une étape du Tour de France et la Flèche Wallonne, donc l'an dernier, troisième des mondiaux aussi en 2020, il n'a pas encore de monument, ça peut être l'occasion peut-être. Après, il reprend tard la saison. Faut dire que le calendrier est relativement perturbé. Donc, pour te faire un programme sur mesure, c'est pas spécialement évident. Il aurait peut-être voulu participer, notamment au Tour Down Under, on va savoir. Mais après, quand tu as en ligne de mire Liège-Bastogne-Liège, ça sert à rien de commencer dès les premières courses de la saison. S'il avait visé les Flandriennes, là oui. Les Ardennaises, non. Après, c'est vrai que c'est important de parler de ce jeune coureur parce qu'on cite toujours Alaphilippe, Van Der Poel et Van Aert à juste titre, mais Hirschi, c'est le quatrième mousquetaire et le voir gagner Liège-Bastogne-Liège, s'il arrive en forme, s'il s'intègre bien dans son nouvelle équipe, oui, pourquoi pas. Je suis en train d'essayer de trouver en 2019 un petit peu. En 2019, il a commencé le 20 février, donc il a quand même un mois de retard.
Et il n'avait pas participé. Si, il avait participé à Liège-Bastogne-Liège et à l'Amstel. Mais il avait fait beaucoup plus de jours de course, hein. Il avait fait Milan-San Remo, l'Estradé. Et en 2020, je vais vous dire ça. Bon, en 2020, évidemment, il y a eu le Covid, mais il avait repris autour de la Provence donc le 13 février. Donc beaucoup plus tardif. Après, Marc Hirschi, c'est pareil. Je pense que l'objectif principal se situera peut-être du côté de Tokyo aussi euh, au jeu, puisque c'est un parcours qui est fait pour lui. Peut-être aussi avec cet état de forme, pourquoi pas viser le Tour de Lombardie qui va permettre à ceux qui vont s'exprimer au jeu d'être encore, pourquoi pas, en forme. En tout cas, on suivra ça. Peut-être un avis sur. Est-ce que vous pensez qu'il peut remporter, pourquoi pas, Liège-Bastogne-Liège? Benoît. Au vu de son comportement là, sur la première étape du Tour de Catalogne, j'ai l'impression que s'il monte un peu en puissance comme ça au fur et à mesure de la semaine, ouais, il peut faire une performance, pourquoi pas gagner même. Très bien. François, pardon. Ouais, Liège, c'est une course qui est taillée pour lui. Par contre, tu vois, tu parles du Tour de Lombardie. Je pense que c'est une course trop difficile pour lui. Pour moi, Tour de Lombardie, c'est plus grimpeur que puncher, alors que Liège, en effet, c'est puncher. Ouais, Liège, franchement, ça peut le faire, hein. Eh bien, on suivra ça pour Marc Hirschi, donc, qui est sur le Tour de Catalogne, dont on reparlera évidemment la semaine prochaine dans le sacré numéro, puisque c'est l'heure déjà de nous quitter. J'espère que vous avez passé une bonne grosse demi-heure en notre compagnie, que ça vous a été agréable. Merci beaucoup François, merci beaucoup Benoît. Merci Romain, merci François. Bah écoute, puisque tu nous as si bien vendu Gone Game, je pense que ça mérite que je vous fasse un petit thread pendant le direct de la course. Et bien pourquoi pas, ce sera à suivre donc sur le Hein. Twitter, @we_cyclisme, si vous voulez suivre tout ça. Benoît, un petit mot pour finir? Ouais, bah merci à vous aussi et bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à tous ou bonne journée si vous nous écoutez évidemment Oui, en, exactement. en différé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sacré numéro. Ciao. Bonne soirée, à bientôt.